Ok, donc bonsoir à tout le monde. Donc, euh, donc on continue notre session, notre bootcamp, le bootcamp commun. Donc la session d'aujourd'hui concerne les bases du langage de programmation Java. Donc on va essayer de balayer un peu l'essentiel de ce langage de programmation. Donc le plan c'est le suivant, hein, c'est assez succinct. Donc, je vais essayer de vous présenter Java. Après, on va essayer d'écrire rapidement un programme en Java. Euh, voilà, on va revoir un peu l'installation. Voilà, et on va balayer quelques notions, on va dire, de base en Java. Euh, voilà, donc Java, hein, donc c'est un langage de programmation. Donc, bon, vous le savez déjà parce que vous êtes quasiment tous des informaticiens. Donc, pour créer des logiciels informatiques, il est indispensable d'utiliser un langage de programmation. Et donc, euh, le langage de programmation Java, c'est l'un des plus célèbres et il a été créé, par des Américains, hein, donc James Gosling et Patrick Norton. Donc, c'était des anciens employés de Sun Microsystems. Donc, c'est une société qui a disparu aujourd'hui. Voilà, mais à l'époque où j'ai commencé à programmer, à développer en Java, la société existait encore. Et donc, c'est elle qui s'occupait de Java, qui gérait le cursus de certification. Donc, aujourd'hui, Sun Microsystems a été racheté par Oracle. Donc, Oracle, vous connaissez sans doute, hein, c'est initialement une grosse société qui gère, en tout cas, qui commercialise le système de gestion de base de données Oracle. Mais aujourd'hui, voilà, ils font beaucoup de choses. Ils ont acquis Java, ils ont aussi acquis MySQL. Et vraiment, c'est un gros acteur, hein. Il est sur les bases de données traditionnelles. Il est aussi sur tout ce qui est infocentre. Donc, ce qu'on appelle les, les bases de données, on va dire, analytiques. Donc, il fait tout ça. Et donc, Java, il a été présenté officiellement en mai 1995. Donc, c'est un langage orienté objet. Euh, Orienté objet, donc on verra un peu, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par orienté objet. Donc, c'est un langage multiplateforme. Multiplateforme, ça veut dire que, voilà, il fonctionne sur quasiment tous les OS. Tous les OS, voilà, donc il est compilé en binaire. Donc, vous écrivez dans un fichier texte et puis vous allez taper une commande. Ça va compiler votre programme et ça va donner un binaire. Et le binaire, il ne peut pas fonctionner tout seul dans l'OS. Pour qu'il fonctionne, on va l'embarquer voilà, il faut le lancer dans la JVM. Donc, ça, c'est ce qui fait que Java fonctionne partout. Parce que, voilà, il y a des JVM qui fonctionnent sur tous les OS et nous, en tant que développeurs, on a juste voilà, à écrire notre code, à le compiler et le binaire va fonctionner quasiment sur tous les systèmes d'exploitation. Donc sur Windows, sur Linux, sur les systèmes Unix, sur macOS. Voilà, donc Java, il est vraiment fait pour fonctionner partout. Et donc, bon, on va faire une petite démo, hein, pour écrire un programme en Java. Et donc, sans installer quoi que ce soit, on va aller sur le site JDoodle et on va essayer d'écrire notre programme Hello World. Voilà, donc JDoodle, donc vous avez vu, hein, c'est Online Java Compiler. Donc, c'est ce site-là. Et donc, il vous donne une zone comme ça. Et dans la zone, vous pouvez faire vos instructions en Java. Et après, voilà, vous allez exécuter, hein. Vous allez juste exécuter et il y a quelque part une version de Java. Donc voilà, le JDK, on peut choisir la version de JDK qu'on veut. Là, c'est le JDK 11. Et donc voilà, voilà le premier programme que vous pouvez écrire, c'est un programme qui fait la somme de deux entiers et on va l'exécuter.
Voilà. Donc, vous voyez, int x égale 10, int y égale 25, la somme, c'est bien 35. Voilà. Parce que juste en cliquant là, votre code Java, il est allé quelque part sur un serveur sur lequel il y a bien évidemment Java installé. Et voilà, il a fait la compilation et il a exécuté votre programme. Donc, si on veut faire notre programme Hello World, voilà, on, on- on peut l'écrire simplement, hein, comme ça, on enlève tout ça et on écrit Hello World. Voilà, et pareil, on exécute et notre programme écrit Hello World. Voilà, donc ça, voici la syntaxe, ça c'est la syntaxe Java. Hein. Donc vous créez des classes. Alors on verra que les classes, c'est des concepts orientés objets. Et voilà, la méthode main, c'est cette méthode-là qu'on doit absolument écrire hein, pour les classes, pour les classes qui vont être exécutables. Et voilà. Donc vous voyez que grâce à Internet, hein, vous pouvez déjà faire du Java comme ça, vous pouvez apprendre du Java sans même avoir à installer quoi que ce soit. Parce que juste avec ce champ texte, vous pouvez écrire toute votre syntaxe. Donc ça, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemble un peu Monsieur, l'usage. j'ai une Oui, question. oui. Monsieur, j'aimerais savoir si on peut développer un projet complètement sur Internet, à partir du serveur Internet. Le projet Java, comment on Sur- vient de faire? Bon, JDoodle, là, c'est vraiment pour s'exercer. Hein. Mais il y a d'autres outils pour développer des applications, comme tu dis, sur Internet. Il y a un outil, il y a des outils, une plateforme Amazon qui s'appelle Cloud9. Cloud9, tu écris ton programme, voilà, il reste sur le cloud, il va s'exécuter sur le cloud. Voilà. Donc, tu n'as pas D'accord, besoin monsieur. d'avoir de ressources chez toi. Il te donne tout un environnement en ligne pour, si tu tapes, il faudra regarder un peu sur Internet. Un Cloud9, c'est qui fait. C'est Cloud 9. C'est voilà, c'est un environnement en ligne où tu vas écrire tes programmes. Voilà. Et le cloud en général, il apporte plein de notions où tu- ton code n'a pas besoin d'être chez toi. Par exemple, toujours dans AWS, il y a ce qu'on appelle AWS Lambda. C'est euh, c'est c'est une plateforme qui te permet d'écrire, tu vas écrire ton code aussi euh, sur le cloud AWS et il va se charger de l'exécuter soit à la demande, soit euh, en respectant un chronogramme que tu as planifié et c'est lui-même qui va provisionner les ressources. C'est-à-dire, il va exécuter ton code sur un serveur et il va allouer euh, l'espace qu'il faut pour que ton programme s'exécute. Donc ça, c'est les concepts de programmation du cloud. Voilà. Mais de façon plus traditionnelle dans plusieurs entreprises, hein, parce que toutes les entreprises ne sont pas encore à un niveau de maturité où ils confient tout leur code au cloud. Donc, il y a dans beaucoup d'entreprises, par contre, vous allez devoir faire de façon traditionnelle, avoir un repository et puis écrire le code là-dedans. Et après, une fois que vous voulez le déployer, ils déploient sur des serveurs, soit chez eux, soit sur le cloud. Et, euh, et ça fonctionne encore beaucoup comme ça. Voilà. D'accord, Donc, monsieur. voilà. OK. Donc, bon, si on continue, bon, l'installation de Java, bon, on l'a déjà vu dans la session, la session d'hier. Hein. Voilà, donc, mais c'est toujours la même chose. Vous récupérez soit la version d'Oracle, soit la version OpenJDK. Et voilà, c'est un zip, vous le décompressez juste dans un répertoire et vous l'ajoutez dans le pass. Soit vous ajoutez directement, soit vous créez d'abord une variable d'environnement Java Home et après c'est Java Home que vous allez mettre dans le pass.
Voilà, donc Java, toujours, si je vais toujours sur, cette machine Windows que j'ai, donc moi, j'ai toujours Java qui est déjà installé. Ok, donc on va essayer d'avancer. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Voilà. Et donc là, on a vu comment on écrivait le programme Java avec JDoodle. Voilà, il était compilé, on ne sait pas où. Donc là, on va essayer de voir ce que la personne qui a fait le site JDoodle, c'est ce qu'il a automatisé sur son serveur. Et donc, nous, on va écrire notre premier programme à la main. Donc, on va créer un fichier, voilà, myclass.java. On va, bon, dans le fichier, en fait, on va pareil, on va remettre le même programme qu'on avait sur JDoodle, donc le Hello World. Et après, on va le compiler avec la commande javac, voilà, myclass.java. Donc, on va vérifier qu'on a réussi à créer notre binaire. Et après, on va l'exécuter. Donc, c'est l'utilitaire Java qui va exécuter finalement la classe. Il y a ce -cp. Bon, cp, c'est pour classe pass, avec un pass qu'on rajoute. Bon, ça, c'est des notions voilà, que vous verrez par la suite. OK, donc du coup, on va écrire notre première classe Java. Donc, vous voyez qu'on on est vraiment dans les bases. Hein, donc, on fait du Hello World. Voilà, donc j'ai déjà ce fichier myclass.java. Donc, vous voyez hein, le code. Tac, tac. Vous voyez tous, hein? Il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin de zoomer encore. Tac. Voilà, OK. Donc, c'est le même Hello World qu'on avait tout à l'heure sur JDoodle, mais là, on l'a en local sur notre machine. Et donc on va le compiler. Donc, on avait dit que pour compiler, tac, tac, où est-ce qu'on va aller? OK, donc on est bien dans ce répertoire-là. Donc, pour compiler, donc si vous vous souvenez, la commande, c'est voilà, java myclass.java. Donc, c'est javac. Voilà. Donc, on va voir, il faut observer ici, on va voir si notre binaire va se créer. Voilà, tac, tac, ça compile. Voilà, donc ça s'est bien compilé. Donc, il y a ce fichier qui est créé. Donc, c'est le fameux binaire dont je vous parle. Donc, c'est lui en exécutant, il y a une JVM qui va s'instancier et le code va tourner à l'intérieur. Donc, maintenant, pour afficher notre Hello World, voilà, on va exécuter avec java-cp.myclass. Voilà, donc, S'il vous plaît, monsieur. oui, Pour avoir Java, pour que Java soit utilisable directement sur le terminal, oui. on doit mettre le Java en variable utilisateur ou système. C'est pareil. Hein. Quand on dit variable utilisateur, ça veut dire que les variables seront disponibles pour toi en tant qu'utilisateur. Donc, tu les verras de toute façon. Et quand elles seront système, en fait, elles seront visibles par tout le monde. Normalement, c'est souvent ça. Parce que sur un serveur, tu sais, il y a on peut avoir plusieurs utilisateurs. On peut avoir plusieurs Oui. utilisateurs. Et donc, tu peux définir des variables que pour toi, qui est peut-être l'administrateur. Et quand les autres vont se connecter, ils n'auront pas besoin de charger ces variables-là. Donc, normalement, peu importe où tu le mets là, vu que tu es tout seul sur ta machine, je pense que il devrait retrouver tes binaires, enfin tes utilitaires, que ce soit Java-C ou Java. C'est que retrouve juste Java. OK. Et c'est le problème. Euh,
OK. Bon, donc là, tac. OK, donc là, on exécute. Hein. Voilà. Donc, on a Hello World qui s'affiche. Donc là, on a fait vraiment à la main l'équivalent de ce qui est fait côté serveur quand on utilise JDoodle. Voilà. Donc, c'est vraiment un programme basique, voilà, mais voilà, c'est ça la base. Et après, on verra que comme c'est un langage orienté objet, on peut faire bien plus que du Hello World. Et donc, du coup, on va passer aux notions Java. Donc, la première notion, c'est l'orienté objet. Donc, on a dit en introduction que Java était un langage orienté objet. Et donc, pour comprendre vraiment la grande différence qu'apporte l'orienté objet, en fait, bon, je ne sais pas si vous avez connu les langages, les choses comme C ou Pascal, ce qu'on appelait à l'époque les langages procéduraux. Donc, c'était des langages où vraiment on va définir de grandes variables globales et après on va écrire des fonctions et dans une fonction principale, voilà, on va essayer d'aligner, de faire appel à toutes les petites fonctions euh, qu'on a écrites et le programme va s'exécuter comme ça, voilà, comme s'il suivait étape par étape voilà, une recette de cuisine. Donc ça, c'était vraiment les langages de procédure. Le langage Java, lui, il est vraiment différent parce qu'il va faire en sorte que on écrive plusieurs composants qui vivent leur vie séparément. Et après, quand on a envie voilà, d'implémenter une fonctionnalité précise qui fait appel à tous ces objets-là, voilà, on les fait communiquer. On les fait communiquer par des messages, par des instantiations, on appelle des méthodes. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'apport des langages orientés objets. Et donc, vous voyez ici dans le petit schéma les fameuses variables globales qu'il fallait toujours partager dans tous les contextes. On ne les a plus. Donc, voilà, chaque objet aura à la fois ses données et ses fonctions. Par exemple, là, vous avez voilà, en orienté objet, si vous devez, par exemple, créer une application, je ne sais pas, qui gère les voitures, vous aurez un objet voiture qui a plusieurs attributs, par exemple l'immatriculation ou la valeur de son compteur de kilométrage. Et après, vous avez ce qu'on appelle les méthodes. Voilà, donc, c'est les fameuses fonctions qui sont liées uniquement à cet objet voiture. Voilà, une voiture peut rouler, on peut changer son pneu, voilà, on peut afficher ses attributs, ses caractéristiques. Donc, c'est vraiment ça la notion de classe. Et voilà, donc ça, je vous ai déjà dit, donc, dans chaque classe, on aura des attributs et des méthodes. Ok, et donc ça, je vous ai présenté le concept. Maintenant, en Java, la classe, elle va ressembler à quelque chose comme ça, comme on a vu tout à l'heure quand on faisait ce petit épée. Voilà, la classe, c'est quelque chose comme ça. Public class, my class. Et voilà, donc la classe, elle est enregistrée sous la forme d'un fichier, et le fichier, il a le même nom que la classe, et la classe, elle compte, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire un M minuscule et essayer de compiler et lancer l'instruction en majuscule, l'instruction de compilation, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà, donc ça c'est à quoi ressemble une classe. Maintenant, la structure d'une classe, voilà, donc les attributs dont je vous ai montré tout à l'heure dans l'image, dans le slide avant, on va définir nos attributs comme ça. On a des mots-clés. Voilà. Le nom.
par exemple, cet attribut nom, voilà, c'est un attribut privé. Voilà. Et donc ça c'est aussi voilà, c'est des concepts qui viennent avec l'orienté objet, hein, le fait d'avoir des... Monsieur, où tu peux? Allô? Vous m'entendez pas? C'est bon, moi je vous entends. Monsieur, on vous écoute, hein. En fait, moi. Ok. Oui, parce que moi, je ne vois pas de problème ici de mon côté. C'est bon, c'est qui n'entendait pas? C'est bon? Bon, du coup, on continue alors. On continue. Donc, on a vu que dans un objet, un objet, il sera défini dans une classe, et donc la classe aura des attributs et des méthodes. Donc, un attribut, c'est par exemple ici le nom. Il sera, quand on met private, c'est qu'il sera privé. Juste, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est assez facile. On a les attributs et les méthodes. Donc, dans la méthode, on peut faire un traitement et retourner la valeur voilà, de ce qu'on a pu calculer à l'intérieur de la méthode. Voilà. Et donc, toujours en Java, hein, il y a des choses qu'il faut connaître, c'est la notion de package. Donc, les packages vont permettre d'organiser les classes, parce que vous avez vu, hein, à partir du moment où on ne fait plus un seul programme unique avec plein de procédures et puis des variables globales, voilà, il faut organiser nos applications. Et donc, on va rassembler des classes qui ont un peu les mêmes notions. On va les remplacer, on va les organiser dans des packages. Et voilà. Et on peut aussi, une fois que vous avez packagé, votre application, donc quelqu'un d'autre peut utiliser les classes que vous avez définies avec l'instruction d'importation. Donc, cette instruction import, par exemple java.util, ça va importer toutes les classes, hein, qui sont définies dans le paquet Java util. Donc ça, c'est les packages du JDK, hein, c'est-à-dire que c'est des packages qui viennent dans Java lui-même. Et après, d'autres développeurs peuvent créer des packages et vous les importer de la même façon. Voilà. Donc, bon, désolé, hein, j'ai des petits soucis ici. Voilà, donc on a vu les packages, hein, donc on a vu que vous pouviez importer les classes voilà, du JDK, donc c'est comme java.util, ou alors vous pouvez importer des classes voilà, qui viennent d'une librairie, par exemple, que vous avez trouvée sur Internet, ou d'un framework qui est populaire, hein, que vous souhaitez utiliser. Voilà, et donc toujours dans l'orienté objet, donc on a parlé, vous savez maintenant ce que c'est qu'un objet, hein, en tout cas le concept. Et donc en Java, pour instancier des objets, voilà, vous allez utiliser l'instruction new person. Donc person, en fait, c'est ce qu'on appelle un constructeur. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'initialiser finalement voilà, un objet de la classe. Bon, une autre notion qui est très importante, c'est l'héritage. Voilà, donc l'héritage, ça fait partie aussi de la force des langages orientés objets. Donc vous voyez par exemple dans notre exemple, hein, on a un véhicule, il a certains attributs. Vous allez créer
voilà une nouvelle classe qui s'appelle par exemple automobile et qui hérite de tout ce qu'on a défini dans le véhicule. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez instancier automobile, automobile aura automatiquement ses attributs aussi, qui viennent du véhicule. Donc, par contre, en Java, il n'y a pas, enfin, on ne peut pas faire d'héritage multiple. Héritage multiple, ça veut dire qu'on ne peut pas ici hériter à la fois de véhicules et peut-être d'une autre classe, je ne sais pas, poids lourd qui existe. On ne va pas pouvoir hériter directement des deux classes. Donc, pour faire l'héritage multiple, il y a une autre technique. Donc, c'est utiliser ce qui s'appelle les interfaces. Et là, les interfaces permettent de faire des héritages multiples. Voilà. Et donc, et là, le mot-clé, ce n'est plus extend, c'est plutôt implement. Donc, on a une classe qui va implémenter plusieurs interfaces. Et dans cette interface, il y a un certain nombre de méthodes. Et dans l'autre interface, il y a aussi d'autres méthodes. Et donc, toutes ces méthodes-là, notre classe va en hériter. Bon, après, on a plusieurs autres notions. Hein. Donc, je suis allé un peu vite. Hein. On a plusieurs autres notions. On a des classes, les classes utilitaires. Par exemple, la classe système qui, normalement, vous avez vu quelque chose comme ça. Donc, quand je fais, par exemple, système.out.println, donc ça, c'est une classe utilitaire hein, qui fait partie du JDK. Et donc, elle permet d'écrire directement dans cette sortie standard. Voilà, donc, toutes ces classes-là, il faut essayer de se documenter sur Internet pour bien comprendre, en tout cas pour se familiariser avec. Il y a ce qu'on appelle les énumérations. Il y a plein de petites choses qui sont spécifiques à la programmation orientée objet avec Java. Il faut aussi se documenter sur comment fonctionnent les tableaux et aussi comment fonctionnent les collections. Les collections, c'est des collections pour gérer des objets, pour mettre des objets, par exemple, soit dans une liste, soit dans ce qu'on appelle une map ou bien un set. Voilà. Et donc, pour tout ça, par exemple, pour itérer, vous allez souvent utiliser une instruction, un mot-clé, le mot-clé for each. Et pour pouvoir, par exemple, trier des objets à l'intérieur d'une collection, vous allez implémenter une interface qui s'appelle comparable. Voilà, vous allez aussi devoir implémenter des méthodes equals et hashcode. Donc, toutes ces notions-là, voilà, il faudra essayer de fouiller un peu pour vous familiariser, pour maîtriser un peu toutes ces notions-là. Voilà. Est-ce qu'on a... Voilà. Donc, c'est un peu tout, hein, c'est un peu tout ce qu'on a vu. Et donc, c'était uniquement orienté sur Java. On n'a pas vu comment on fait du Java dans Eclipse. Donc, ça, je peux vous montrer un peu rapidement. Donc ça, c'est Eclipse. Bon, il y aura d'autres sessions hein, spécifiques Eclipse, mais avec Eclipse, vous pouvez faire du Java. On l'a déjà dit hier. Je ne sais pas, on va essayer par exemple de faire, on va essayer de créer un projet. Voilà, un projet Java. Voilà, on lui donne un nom, voilà, notre TP Java par exemple. Voilà, on laisse cet environnement de développement. Voilà, on fait Next. Et donc là, il nous propose quelques éléments hein, de configuration. Où est-ce qu'il va mettre les sources? On dit OK, il va les mettre là. Où est-ce qu'il va mettre les binaires une fois qu'il va les compiler tout seul? Parce que vous le savez déjà, avec Eclipse, vous n'allez plus taper les commandes. C'est lui qui va tout faire. Voilà, il y a d'autres notions. Le class pass, donc si votre projet va dépendre
d'autres librairies, hein, à part le JDK lui-même ou la JRE. Vous pouvez spécifier tout ça là. Donc tout ça, on verra ça dans le détail dans les sessions Eclipse. Voilà. Et donc, bon, on peut faire finish. Tac, tac. Bon, ça, module info, on peut dire non. OK. Donc là, on a un projet Java qui est vide. Hein. Donc ici, on peut aller là-dedans, essayer de créer, essayer de rajouter, par exemple, un package. Par exemple, on l'appelle com.capsiki, par exemple. Donc ça, c'est notre package. Et à l'intérieur de package, on va créer une classe. Voilà. Donc, c'est juste vous montrer un peu comment ça se manipule Eclipse, hein, et puis faire... donc, là, ma classe, je l'appelle, par exemple, on va l'appeler comme tout à l'heure, myClass. Et là, il y a il va vous proposer un formulaire avec plein de petites choses. Est-ce qu'il vous génère la classe main pour que la classe soit exécutable? La méthode main. Voilà. Ça, c'est principalement, principalement ça qui est intéressant ici. Donc, je fais finish. Et donc, j'attends de voir myClass, à quoi il ressemble. Voilà. Donc, myClass, il ressemble comme des gouttes d'eau, hein, à ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Et donc, pareil, si je reprends ces instructions, voilà, system out. Donc, j'enregistre. Ouais, on peut directement essayer d'exécuter. Voilà, et là, pareil, on a Hello World qui s'affiche. Voilà. Et donc ça, c'est une classe. Hein, donc, c'est tout comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez lui ajouter des attributs. Par exemple, vous lui mettez, si votre classe, voilà, imaginons c'est la classe voiture de tout à l'heure, vous pouvez lui ajouter un attribut, par exemple l'immatriculation. Tac, tac, c'est bon, vous l'avez ajouté. Donc là, l'IDE vous met des warnings. Hein. Il dit, par exemple, ce champ, il n'est pas, enfin, vous l'avez défini, mais il n'est pas utilisé. Là, vous pouvez même rajouter des méthodes. Par exemple, une autre méthode, je ne sais pas, qui est publique, qui retourne une chaîne de caractères. Voilà, ma méthode, quelque chose comme ça. Tac, tac. Ok. Je sais pas, qui fait n'importe quoi. Tag, return d'auto. Voilà, donc vous avez écrit une méthode. Donc, votre IDE, il va vous permettre de faire tout ça. Voilà, vous voyez qu'on a exécuté, par exemple, sans avoir à connaître nos commandes et tout. Il fait tout ça pour vous. Monsieur, Oui. j'ai trouvé un souci avec la compréhension de la différence entre private et public là. Oui, la nuance qu'il y a derrière ça, c'est quoi en fait? La nuance, en fait, c'est pour protéger, c'est pour protéger en fait les attributs de la classe. C'est-à-dire que si je vous ai dit que vous pouvez avoir votre programme aura plusieurs classes par exemple, et donc il peut y avoir une classe qui a besoin d'instancier un objet de cette classe-là.
Et donc, quand il va instancier un objet de cette classe-là, comme c'est private, il ne pourra pas directement modifier voilà, cette valeur. Donc, le fait d'avoir private, là, ça va protéger c'est-à-dire que cette valeur on ne pourra la modifier que à l'intérieur de cette classe. C'est-à-dire, imaginez par exemple que ce soit, par exemple, effectivement, ce soit une classe qui s'appelle voiture. Voiture, et donc vous voulez que l'immatriculation, elles viennent peut-être d'une base de données précise. C'est-à-dire que si le champ immatriculation est privé, il faut que ici, voilà, vous ayez une méthode qui fait, voilà, récupérer immatriculation. Voilà, immatriculation. Elle va récupérer immatriculation dans la base de données et puis elle va mettre, c'est elle qui va renseigner l'immatriculation. Donc, vous voyez, vous avez l'assistant là. C'est-à-dire que l'immatriculation, elle ne sera jamais renseignée d'une autre façon que grâce à cette méthode. Donc, ça protège les informations qui sont dans cette classe voiture. Alors que si vous la laissez publique, quelqu'un peut, enfin, dans son programme, il peut manipuler un objet voiture et puis mettre l'immatriculation qu'il veut et ça s'affiche. Donc ça c'est pas ça que vous voulez. Ouais, exactement, il comprend. Donc c'est à ça que ça sert. C'est vraiment pour que c'est pour mettre en place, bon, on n'a pas vu tous les paradigmes, en tout cas toutes les notions de l'orienté objet. Voilà. Donc dans l'orienté objet, il y a vraiment c'est cette envie de garder, dans on voit ça oui, c'était où le schéma, voilà. Vous voyez ces fameuses données qui sont propres à l'objet, voilà, on a envie de les protéger. On a envie de les protéger pour que ce ne soit pas... Enfin, ça va dépendre toujours du contexte, de ce que vous êtes en train de manipuler. Mais le fait comme ça d'avoir toujours des attributs qui sont privés, on maîtrise qui renseigne ces attributs-là. On sait que ça a été renseigné voilà, à l'intérieur via une méthode qui est définie dans la classe elle-même. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre, si vous voulez que n'importe qui aille modifier l'attribut, vous ne mettez pas du tout, il ne faut pas mettre private. Hein. Vous pouvez laisser sans rien mettre, ça aura ce qu'on appelle une portée, je crois, package. Ça veut dire que les classes qui sont dans le même package pourront modifier, mais les classes qui sont en dehors ne pourront pas. Après, vous pourrez mettre public. Public, ça veut dire que voilà, n'importe quelle classe qui utilise une instance de l'objet de cette classe-là, il pourra modifier les attributs. Donc, mais voilà, ça c'est juste des concepts. Hein. Ça va vraiment dépendre. Si vous êtes dans une situation où il faut absolument que ce soit public, vous mettrez public. Voilà. Mais généralement, ce n'est pas des bonnes pratiques d'avoir des classes avec des choses publiques. Voilà. Donc, généralement, Okay. les classes auront des attributs qui sont privés et c'est les méthodes qui seront publiques. Et si vous voyez des choses publiques qui ne sont pas des méthodes, ça peut par exemple être des constantes, des choses comme ça. On a besoin que tout le monde accède à la constante parce que de toute façon, la constante, sa valeur ne change pas. Voilà. Et donc, bon, de toute façon, tout ça va vraiment prendre forme quand vous allez travailler sur des projets. Hein. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous montrer Java, comment, d'où il vient, hein, pour comment il fonctionne, comment on l'installe, et c'est quoi les commandes de base. Voilà, on a vu la commande de base, c'est Java,
On commence d'abord par Java C pour compiler et après Java pour exécuter. Et donc ça, c'est bien de connaître, mais c'est pas, quand vous allez travailler, vous aurez les IDE. Et donc l'IDE, avec l'IDE, vous allez exécuter facilement sans même connaître la commande. Il y a quelqu'un qui écrit qui s'amuse à écrire sur le slide là. Ok. Bon, du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, l'idée, c'était vraiment de faire un peu le tour, de montrer les bases du langage, de montrer comment Java a implémenté les concepts orientés objets. Ah, monsieur, désolé, c'est moi qui écrivais le slide, je ne savais pas en fait. Désolé. Bon, c'est pas grave, hein. On va essayer d'effacer. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, donc du coup, Monsieur, oui, monsieur, oui. et moi je veux juste savoir si on pourra avoir, on aura le PowerPoint sur la plateforme intranet Captcha. Capture. Oui, normalement, vous avez vu, est-ce que vous avez vu le PowerPoint d'hier? Oui, monsieur. Voilà, oui, j'ai mis, bon, c'est vrai que j'ai mis la version PDF, mais après, si vous voulez, ceux qui veulent le PowerPoint lui-même, voilà, ils peuvent dire, ils peuvent aussi demander, hein, mais j'ai mis le PDF comme ça. Le PDF, on sait que, voilà, il est pas, on peut pas forcément le modifier. Bon, on peut toujours modifier aussi le PDF, mais voilà. Donc, pour vraiment capturer la version, parce qu'effectivement, c'est des supports qui peuvent souvent évoluer. Donc, pour vraiment matérialiser la version qu'on a vue hier, donc j'ai mis le PDF. Donc, je vais faire pareil pour cette session des bases de Java. Monsieur, l'enregistrement, on accède à l'enregistrement après. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu accéder à l'enregistrement d'hier? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Parce que moi, comme j'ai dit, hein, on n'a pas mis les vidéos en public, on les a mis en privé. Et pour que vous puissiez regarder une vidéo privée, il faut que votre email soit autorisé. Oui, peut-être que